Et si l'idée même d'un plan parfait était en fait un mythe, surtout dans un monde aussi vivant et imprévisible qu'un hôpital, où la stratégie ne peut clairement pas être gravée dans le marbre. Aujourd'hui, on va justement explorer ce passage d'une vision rigide, celle du plan, à une pensée beaucoup plus agile et dynamique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Qui n'a jamais vécu ce genre de réunion? Sérieusement, on a l'impression que tout le monde se regarde en chien de faïence, que les mêmes idées tournent en boucle, et après on s'étonne qu'il n'y ait rien de neuf qui sorte. Eh bien, cette image, c'est le symptôme parfait de l'échec d'une planification stratégique à l'ancienne, complètement figée. C'est de là que tout part. Alors, attaquons-nous à ce fameux mythe du plan parfait. Pourquoi est-ce que cette approche très verticale, très top-down comme on dit, où tout est décidé en haut, est si souvent vouée à l'échec avant même d'avoir touché le terrain? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Dans les années 60-70, la stratégie s'était vue comme un exercice purement intellectuel. C'était descendant, centralisé, piloté par des technocrates depuis leur tour d'ivoire, bien loin des réalités du terrain. Le résultat? Des plans magnifiques sur le papier, mais complètement déconnectés de la vraie vie, du quotidien des soignants, qui eux étaient censés les appliquer. Forcément, sans leur adhésion, le plan restait juste un beau document dans un tiroir. Et si cette déconnexion est un problème partout, elle l'est encore plus à l'hôpital. L'hôpital, ce n'est pas une usine, c'est un système vivant, complexe, et c'est un environnement qui est particulièrement hostile au plan rigide. En fait, un hôpital, c'est ce qu'on appelle un système ouvert. Le manager, il est là, au milieu, au carrefour de tout un tas de forces qui s'emboîtent et qui parfois même s'entrechoquent. Des logiques locales, nationales et même internationaux. Vouloir appliquer un plan tout droit, tout linéaire dans un tel enchevêtrement, c'est un peu comme vouloir naviguer en ligne droite au milieu d'une tempête. C'est juste ignorer la nature même de l'environnement. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-ci. Un hôpital, par nature, est un système social complexe, rempli d'incertitudes et d'instabilité. La clé de la réussite, ce n'est pas de suivre un plan à la lettre, non. C'est la capacité à interagir en permanence, de manière dynamique, avec les médecins, les infirmiers, les syndicats, les patients, bref, avec tout l'écosystème qui fait vivre l'hôpital. La question qui se pose est donc assez simple. Si on est d'accord pour dire que le plan rigide est une impasse, alors on met quoi à la place? Ça ressemble à quoi une stratégie qui fonctionne vraiment dans ce chaos ambiant? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans une distinction fondamentale, celle entre la stratégie délibérée et la stratégie émergente. C'est toute la différence entre ce qui est planifié d'en haut et ce qui naît, ce qui émerge du terrain. Pour faire simple, d'un côté, il y a la stratégie délibérée. C'est la carte routière. Elle est conçue à l'avance, elle vient d'en haut et elle détaille précisément le chemin à suivre. Et de l'autre côté, il y a la stratégie émergente. Ça, c'est la boussole. Elle ne dit pas quel chemin exact prendre, mais elle donne une direction générale. Elle naît des actions du quotidien, des adaptations, des apprentissages face à l'imprévu. C'est une stratégie qui vient d'en bas, ascendante. Et voilà, c'est là que tout s'éclaire. La clé du succès, ce n'est pas de choisir entre la carte et la boussole. Les stratégies qui marchent vraiment, ce sont celles qui combinent intelligemment les deux. Il faut un plan rationnel, bien sûr, pour donner une direction, un cap, mais il faut aussi, et surtout, cette capacité à réagir, à s'adapter, à faire émerger de nouvelles solutions face à l'inattendu. Ce changement de regard nous amène à une idée beaucoup plus globale. Il faut voir l'éléphant en entier. C'est-à-dire qu'il faut passer de la simple planification stratégique au management stratégique, une approche bien plus complète, bien plus holistique. Pour bien comprendre ce concept, il y a une vieille parabole qui est parfaite. C'est celle des aveugles qui tentent de décrire un éléphant. Celui qui touche la trompe est persuadé que c'est un serpent. Celui qui touche une patte jure que c'est un tronc d'arbre. Celui qui tient la queue pense que c'est une corde. En fait, chacun a raison sur sa petite partie, mais ils ont tous complètement tort sur l'ensemble. Eh bien, le management stratégique, c'est précisément ça. C'est refuser de se concentrer uniquement sur un seul morceau, que ce soit la planification, l'analyse ou le leadership. C'est faire l'effort de comprendre comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour former l'éléphant tout entier. Alors, c'est quoi les différentes parties de cet éléphant? C'est tout ça à la fois. C'est une analyse dynamique du contexte, c'est de la planification, bien sûr, mais c'est aussi du leadership, une compréhension fine des jeux de pouvoir et de la négociation. C'est un esprit d'entreprise et c'est surtout une culture de l'apprentissage et de la créativité. Tout est lié, tout est interdépendant. D'accord, mais concrètement, comment est-ce que cette stratégie prend forme au jour le jour? Pour ça, il y a une autre métaphore qui est vraiment très parlante, celle du potier. Le stratège moderne, ce n'est pas un architecte qui dessine un plan parfait sur le papier et qui ensuite s'en va. Pas du tout. C'est un artisan, un potier. Il a bien une idée en tête, une intention, mais il sent l'argile, il réagit à ses imperfections, il ajuste sa pression, il adapte son geste.
La stratégie est formée dans un dialogue permanent entre la pensée et l'action, entre l'intention de départ et la réalité de la matière. Elle prend littéralement forme sous ses doigts. Et cette belle image du potier, on peut la traduire en un cycle très pratique et itératif. D'abord, on identifie un problème. Ensuite, on analyse sa nature profonde. Puis, on formule une première solution, une hypothèse. Et enfin, on la met en œuvre. Mais c'est là que tout se joue. La dernière étape, la plus importante, c'est d'observer ce qui se passe, d'apprendre de l'action et d'adapter en permanence. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Bon, on arrive à la fin de cette exploration. Pour conclure, essayons de résumer un peu les compétences et surtout l'état d'esprit qui sont nécessaires pour mettre en pratique cette nouvelle vision de la stratégie. Pour devenir ce stratège potier, il faut développer plusieurs capacités qui sont absolument clés. Il faut mener une analyse stratégique qui soit vivante, pas figée une fois pour toutes. Il faut savoir cartographier les acteurs, les forces en jeu, comprendre la culture de son organisation, ses règles non écrites. Et peut-être le plus difficile, mais le plus important, il faut être à l'aise avec l'incertitude. Il faut même l'accueillir, en voyant chaque imprévu, non pas comme une menace, mais comme une opportunité d'apprendre et d'ajuster le tir. Regardons cette dernière image pour conclure. Elle est assez puissante. Elle nous montre ce qui arrive quand une grande vision, un grand potentiel, est coincé dans une perspective trop étroite, dans un cadre trop rigide. C'est une image qui nous pousse forcément à nous interroger sur nos propres limites. Au fond, tout ce passage de la planification au management stratégique se résume à une seule et unique question. Le regard est-il porté sur le vaste océan des possibilités, avec ses courants, ses tempêtes et ses trésors cachés, ou reste-t-il simplement fixé sur les parois de son propre bocal ? Voilà la question à méditer.